Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sébastien Clerc, le directeur général de Voltalia, coté sur le SBF 101. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Donc vous êtes un producteur d'énergie renouvelable. Pardon de citer un de vos concurrents, mais qu'on connaît bien ici sur Boursorama, Xavier Barbaro, le patron de Neoen, vient souvent nous voir. Quelle différence entre vous et un Neoen? Vous opérez des centrales, j'imagine, éoliennes, du solaire. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors, Et après, expliquez-nous votre métier, évidemment. oui, en un mot, on a des pays un petit peu différents. Hein. Le plus gros pays de Neoen, c'est l'Australie. Ouais. Le plus gros pays chez Voltalia, c'est le Brésil. Sinon, on a d'autres pays en commun et d'autres pays différents, bien sûr. Et puis, une deuxième différence, c'est qui caractérise Voltalia par rapport à de nombreux acteurs, pas seulement Neoen, mais nous avons une stratégie de contrat de vente d'électricité à très long terme, 20 ans, voire plus, dont le prix est structurellement indexé sur l'inflation, contractuellement indexé sur l'inflation. Donc c'est une autre caractéristique. Puis j'en citerai juste une dernière. Voltalia est à la fois un producteur d'électricité, mais aussi une entreprise intégrée qui développe des nouveaux projets, qui construit non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Donc on est aussi prestataire de services. Bon, il faut qu'on parle absolument, pardon, c'est l'actualité, de cet avertissement de la semaine dernière. Vous avez, je trouve, légèrement revu à la baisse votre prévision d'EBITDA pour 2023. Au départ, la fourchette était 275 millions d'euros à 300 millions. Vous avez ajusté dans le bas de la fourchette, 275 millions. Ça ne me semble pas dramatique. Et pour autant, badaboum, quand on voit le titre, il perd 30% en une semaine. Est-ce que selon vous, la sanction est un peu excessive ou pas ? Moi, elle me semble tout à fait excessive et en même temps, on est à l'écoute de ce que nous dit le marché. Alors, pourquoi moi, elle me semble excessive? Nous avions, en 2019, c'est important de dire, en 2019, fixé nos objectifs 2023. En termes de? Deux objectifs. Ouais. Un premier objectif de capacité installée de nos centrales sur notre bilan, qu'on voulait presque tripler à 2,6 gigawatts. Nous avons atteint cet objectif. Avec de l'avance. Avec de l'avance, exactement. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin d'en reparler à la dernière communication. Et puis, je dis bien, cette croissance énorme s'est faite malgré le Covid, qui a handicapé Voltalia comme toute l'économie. Et malgré ça, ça a été fait. Puis le deuxième objectif, c'est celui que vous venez de mentionner, c'est celui de l'EBITDA, sur lesquels, en 2019, nous avions annoncé une fourchette de 275 à 300 millions d'euros. Et nous avons dit la semaine dernière que nous serions au bas de cette fourchette, mais ce qui veut quand même dire que ce deuxième objectif est lui aussi très proche maintenant d'être réalisé, et peut-être on sera effectivement sur le bas de la fourchette, mais ça reste quelque chose qui n'est pas essentiel, et ce d'autant plus que il y a l'EBITDA 2023, mais il y a la perspective, et comme nos centrales de 2,6 gigawatts et maintenant même plus, depuis on a même grossi depuis le début de l'année, c'est de l'EBITDA qui est forcément maintenant embarqué. Ça donne beaucoup de visibilité sur la trajectoire moyen terme de Voltalia. La répartition de ces 2,6 gigawatts du parc, c'est entre l'éolien et le solaire? Alors l'éolien et le solaire constituent la grande majorité, ce qui grossit. Moite. Pour le moment, on est encore... et puis on a deux autres technologies. Donc l'éolien est en train de se faire doubler par le solaire. Nous avons éolien onshore ou offshore? Alors éolien terrestre, onshore uniquement, et solaire photovoltaïque, avec les panneaux qu'on connaît bien. Il y a d'autres technologies. On fait un petit peu de stockage, un petit peu de petite hydroélectricité, un petit peu de biomasse, mais c'est vraiment le solaire qui grossit le plus vite. Bon, est-ce que vous comprenez aussi que ce qui n'a pas enchanté les investisseurs, qui explique ce gros décrochage, c'est cette stabilité du chiffre d'affaires au premier semestre et cette perte nette qui a été creusée à 20 millions, elle était, je crois, un an avant, 4 ou 5 millions, j'ai plus le chiffre en tête. Un petit peu, voilà, c'est ça, un petit peu plus, mais oui, nous avons, exactement, voilà. Bravo, là je suis épaté. Effectivement, nous avons une production électrique saisonnière. Le solaire en France, ça produit plus l'été, donc plus au second semestre. Au Brésil, la saison des vents forts, c'est au second semestre aussi. Et donc, tous les ans, nous avons une perte saisonnière au premier semestre. Elle a augmenté.
c'est d'ailleurs assez logique puisque le volume de toute l'activité de Voltalia a augmenté. Mais ça a fait partie des choses, vous avez raison, qui ont été soulignées, quand je dis soulignées, peut-être une des raisons de la réaction de la bourse. Et je pense que la réaction de la bourse a peut-être été très forte parce que d'autres sociétés avaient fait du secteur avaient fait des annonces en révisant sur des sujets sans doute beaucoup plus profonds. On peut penser à l'éolien offshore en mer, sur lesquels on a eu plusieurs annonces qui étaient des problèmes beaucoup plus profonds. C'est un acteur allemand, je crois que c'était Siemens, je n'ai pas bien suivi. Mais... Alors Siemens est un... Il y a eu un news flow dans le secteur, effectivement, qui était assez négatif. Donc vous pâtissez indirectement. Siemens, qui est un équipementier qui vend ses turbines, a effectivement fait une annonce négative. Je pensais encore plus à quelque chose qui nous ressemble plus, qui est une entreprise danoise qui s'appelle Ørsted, et qui a passé des grosses provisions, mais parce que le business model de l'éolien maritime est plus difficile. Ça fait un kilowattheure plus cher que l'éolien terrestre, qui lui-même est plus cher que le solaire. Donc il y a des problèmes plus profonds. Alors que Voltalia, on se parle ici uniquement d'un bas de fourchette, pour des raisons qui ne tiennent pas à nous. C'est simplement que deux de nos grosses centrales que nous avons construites au Brésil. Pardon, je vous coupe, mais juste là pour moi, pour le coup, la raison de l'ajustement, quand j'ai lu ça, parce que je ne connaissais pas le dossier, mais je m'y suis collé un petit peu, c'est une coupure d'électricité cet été au Brésil pendant quelques heures. Ça m'a quand même perturbé de voir qu'une coupure d'électricité pendant quelques heures au Brésil fait que vous revoyez à la baisse votre fourchette. Et peut-être êtes-vous trop brasilo-dépendant ? C'est ça aussi l'enseignement, et je ne porte aucun jugement. Non, je pense que c'est un très beau marché sur lequel on est un des 3 leaders, donc c'est vraiment un marché très important pour nous. Et une coupure est arrivée, c'était la première depuis 20 ans. En France, il ne faut pas être trop fier parce qu'on en a eu aussi sur la même échelle de temps. Et ce n'est pas tant la coupure qui a juste enlevé quelques heures d'électricité, c'est que suite à cette coupure, pour quelques mois, le réseau électrique brésilien fonctionne en mode sécurité, donc un peu dégradé. Et dans ce cadre-là, il ralentit les connexions des nouvelles centrales pour vérifier que ces nouvelles centrales ne vont pas redéstabiliser le réseau. Donc c'est un problème tout à fait temporaire. Nos 2 grosses centrales étaient prêtes à être connectées et ça tarde. Et d'ailleurs, nous avons annoncé hier soir que l'une de ces 2 centrales, qui est la cause de ce recalage, est désormais connectée et produit à pleine puissance. Et il nous en reste une deuxième sur les 2 que nous avons annoncées au moment des semestres. Je reviens au Brésil, c'est 2/3 de la capacité installée du groupe. Encore une fois, la brasilo-dépendance, pardon, c'est pas un sujet quand même. Alors, à ce jour, on n'a vraiment pas du tout ce feedback du marché. Au contraire, on continue là-bas d'avoir une croissance de la demande parce que l'électricité renouvelable au Brésil, encore plus qu'ailleurs, fait un kilowattheure pas cher parce qu'il y a un des meilleurs régimes de vent du monde avec les alizés et un des meilleurs ensoleillement aussi. Et donc ça rend l'industrie brésilienne très compétitive dans ce nouveau monde où de toute façon, toutes les industries du monde vont être progressivement passées au solaire et à l'éolien. Vous poursuivez, Sébastien Clerc, votre montée en puissance électrique, sans anicroche. Vous visez 5 gigawatts en 2027. Vous étiez donc 2,6 gigawatts fin 2022, vous êtes au-delà aujourd'hui, j'imagine. D'où elle viendra cette montée en puissance ? Est-ce que le plan de marche se poursuit au-delà de cette mauvaise passe boursière qu'il faut qualifier comme telle ? Bien sûr. Alors, on avance même finalement plus vite que prévu vers ces 5 gigawatts de 2027. 5 gigawatts, c'est 5 centrales nucléaires quand même. C'est ça. C'est ça, et à l'heure où on se parle, nous avons 961 MW, donc une centrale nucléaire en construction, un petit peu moins depuis hier soir, puisqu'on a mis en service cette centrale. Donc, le monde du renouvelable construit l'essentiel des nouvelles capacités électriques dans le monde, et Voltalia contribue à ce mouvement. Sur 2027, nous avons cet objectif de 5 gigawatts, et nous venons d'annoncer que nous en étions déjà à 4 gigawatts sécurisés. Où ces 4 gigawatts ? Alors où seront-ils ? Au Brésil ? Non. La croissance est très forte en Europe avec une accélération
depuis l'invasion de l'Ukraine et les conséquences énergétiques que nous avons eues en Europe. Donc l'Europe est vraiment maintenant une zone de très forte croissance. Un peu la France, pas mal le Royaume-Uni. On a mis nos premières capacités importantes au Portugal, des petites croissances aussi en Espagne, et puis une grande centrale qui est en fin de construction en Albanie, où nous sommes le leader du pays. Bon, est-ce qu'on peut rester indépendant? Non mais voilà, il y a tellement d'investissements, tellement de... Voilà, est-ce que vous êtes sous le contrôle de la famille? De la famille Mullier, voilà. qui détient la majorité du capital comme investisseur de long terme. Donc, la question dans le fond... c'est Auchan et compagnie, hein, c'est ça? Voilà, Decathlon, Leroy Merlin et encore beaucoup d'autres enseignes. Mais voilà, en tout cas, les 3 les plus connus. Et qui détiennent depuis plus de 10 ans la majorité du capital de Voltalia et ont vocation à être investisseurs de long terme. Et à rester à financer cette croissance. Oui. Est-ce que les taux d'intérêt plus élevés, Sébastien Clerc, est-ce que c'est, s'ils devaient rester élevés plus longtemps, ce qui semble peut-être être le cas, est-ce que dans un business modèle comme le vôtre, où je pense qu'il y a de la dette, est-ce que ce n'est pas quand même un frein, un boulet? Alors, heureusement, Voltalia, grâce à ses contrats de 20 ans, peut lever des financements de projets au niveau de chaque centrale qui font eux aussi 20 ans, et avec un hedging des taux d'intérêt sur la très longue durée. Dans ce contexte, nous avons profité de la hausse de l'inflation, puisque alors même que nos revenus sont contractuellement indexés sur l'inflation, le service de la dette, lui, n'a pas monté. Donc cela nous a donné un... Donc l'inflation, c'est tout bénef pour vous? Ah, pour nous, c'est tout bénef, oui, on est tout à fait... On est tout à fait... Confortable. Je dis ça, mais oui, ça va dans le bon sens pour nos états financiers. Alors, la hausse du taux d'intérêt a quand même un impact, c'est que ça renchérit le coût du kilowattheure des futures centrales. Hein. Pour autant, le solaire et l'éolien font un kilowattheure tellement moins cher que les autres sources d'énergie. Combien? Redites-moi un peu les chiffres. Ça dépend de si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, mais pour prendre la moyenne des appels d'offres des dernières années en France par rapport à la dernière le nucléaire, pour moi, c'est 50 mise à jour. C'est 50 € le kilowattheure. Alors, il faut lire la toute dernière mise à jour de la Commission de régulation de l'énergie, ou de l'ADEME. Hein, donc et on est beaucoup plus, on est au-delà de 100 € pour les centrales amorties. Ah bon? Et pour les nouvelles centrales, car il faut bien se souvenir que... je sors ce chiffre de 40 ou 50 € le mégawattheure en nucléaire. C'était le tarif de l'AREN, qui était avant pris en compte d'un certain nombre de coûts, où aujourd'hui EDF fait valoir qu'il y a beaucoup de coûts pour remettre en service à pleine capacité. Et qu'il y a besoin... à 100 € le mégawattheure. Et là où l'éolien et le solaire. Et là où l'éolien et le solaire, donc le dernier appel d'offres, solaire, qui est le plus cher qu'on a eu depuis des années, était à 84. Et les moins chers qu'on a eu il y a 2-3 ans, sur les centrales plus grosses, étaient tombés aux environs de 60. Si vous êtes au Brésil, comme il y a plus de vent, plus de soleil, vous êtes aux environs de 30. Et tout ceci, et c'est vraiment un point important pédagogique que je veux souligner, c'est que je vous donne là des prix pour des centrales neuves que nous comparons à des centrales nucléaires déjà amorties. Et sur les nouvelles centrales? Si vous prenez des nouvelles centrales pas encore amorties, là c'est des débats d'experts, là je ne peux plus juste regarder sur combien vont coûter ces centrales nucléaires neuves, mais on est là de nouveau nettement au-dessus de 100 € du mégawattheure. Bon, on se quitte là-dessus juste quand même, on est sur Boursorama, ce parcours boursier, il est difficile cette année, moins 45% depuis le 1er janvier. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir? Il faudra... c'est par la preuve, par le terrain, par des bonnes performances au second semestre qu'on reviendra. Et voilà, par des bonnes annonces comme celle d'hier soir, qui montrent que malgré des choses qui arrivent une fois tous les 20 ans, comme cette coupure d'électricité, ça n'est que quelques semaines de retard, que ça affecte nos chiffres, donc à nous d'être transparents, pédagogiques, expliqués, et de montrer que la tendance que l'on a, notre EBITDA semestriel a quand même été multiplié par exactement 4 sur les 5 dernières années. Malgré qu'il est déçu, vous voyez, c'est quand même une bonne progression. Et de continuer dans cette trajectoire historique et d'être au rendez-vous des résultats. Bon, nous on sera là pour vous accueillir. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, côté sur le SBF 120. Merci. Merci à vous.